Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur C8 pour ce nouveau numéro de Voyage au bout de la nuit, votre émission de lecture nocturne qui commence maintenant avec la rubrique des questions-réponses de Lionel à laquelle vous participez notamment grâce aux réseaux sociaux et à Twitter avec le hashtag de l'émission, le hashtag VBN qui s'affiche à l'instant en bas de votre écran et que vous pouvez utiliser sans aucune contrainte. Allez-y, lâchez-vous hashtag VBN pour participer à la rubrique. Ce soir, c'est Nicolas qui participe à la rubrique des questions-réponses en me demandant d'où vient l'expression tête de pipe. Alors l'expression exacte, cher Nicolas, c'est par tête de pipe. Et par tête de pipe, ça veut dire, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, eh bien tout simplement par personne, quoi. Donc par exemple, on est en train de couper une tarte et on dit, finalement, j'ai coupé la tarte en 8 et on est 4, donc ça fait 2 parts par tête de pipe. Hein, vous l'avez, c'est simplement une idée d'unité de mesure. Alors c'est évidemment argotique et c'est évidemment une expression qu'on emploie dans un contexte... j'ai envie de dire un peu, comment dire, quand on fait du comptage, mais c'est pas du langage très soutenu, hein, voilà. Donc là, j'ai utilisé l'histoire du gâteau, mais voilà, ça va être par exemple... lorsque dans un régiment, on va dire, il y a un sac de barda par tête de pipe. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? On n'est pas dans les hautes sphères de la grande politique. On n'est pas sur du langage très soutenu. Encore que je dis ça, je crois que les hommes politiques s'expriment de moins en moins bien, malheureusement, comme d'ailleurs j'ai l'impression un peu tout le monde finalement. Mais vous l'aurez compris, on est dans l'argot, on n'est pas dans le grand français. En tout cas, par tête de pipe, ça veut dire par personne, tout simplement. Pour savoir d'où ça vient, il faut remonter au 19e siècle. À l'époque, l'expression par tête existe déjà et elle existe d'ailleurs depuis bien longtemps. C'est une expression assez simple, assez facile qui veut dire par tête, qui veut dire par personne. Ça, il n'y a aucun problème. En revanche, existe parallèlement à cette expression l'expression tête de pipe, qui elle est une insulte argotique qui veut dire une tête mal formée, des traits grossiers, voilà, une gueule, comme on pourrait dire aujourd'hui. Tête de pipe, ah non, t'es pas jolie, quoi, t'as un gros pifron, tu vois. Tête de pipe, voilà. Et donc cette expression qui est de l'ordre de l'insulte, hein, réellement, on est dans l'argot, elle vient du fait qu'il y avait à l'époque sur les fourneaux des pipes des têtes grossièrement taillées dans le bois de la pipe, et donc les traits de ces visages-là étaient assez grossiers, c'était pas des visages très jolis, hein, on était sur des visages un petit peu, d'ailleurs qui sont pas très jolis pour des traits d'humains, j'ai envie de dire, mais qui sont souvent des sculptures qui donnent beaucoup de cachet aujourd'hui avec le recul à toutes ces pipes de cette époque-là, tout ce qui est 1800, 1830, 1850, il y a des très jolies pipes comme ça. Et donc ces têtes qui étaient taillées comme ça, gravées sur les fourneaux des pipes en bois, ont donné l'appellation, l'insulte, la remarque un petit peu déplacée, argotique tout en tout cas, de tête de pipe. Et donc, au XXe siècle, l'expression par tête, qui est assez simple finalement, qui veut dire par personne, rencontre tête de pipe qui est un peu argotique et ça devient par tête de pipe. Et c'est pour ça tout à l'heure que je disais que c'est pas très joli quand on dit par tête de pipe, c'est pas vraiment par personne, c'est vraiment quand il y a quelque chose qui dénigre un petit peu, quoi. Voilà, qui rabaisse un peu. C'est quand on a une foule devant nous et qu'on est dans un contexte où on va utiliser quelque chose d'argotique volontairement, quoi. C'est pour ça que je prenais l'exemple de l'armée tout à l'heure. C'est que dans l'armée, on retrouve beaucoup de langage argotique un peu rabaissant. Il y avait quelque chose de très hiérarchisé qui faisait que souvent, la foule des soldats était appelée avec des mots comme troufion ou des choses comme ça qui rabaissaient beaucoup et qui ramenaient à une masse comme ça. Il y avait, voilà, cette hiérarchisation dans l'armée créait ce rapport de force et ce rapport de force se retrouvait dans le champ lexical et dans la langue. Et donc, j'ai pris cet exemple tout à l'heure, mais ça se retrouve aussi dans d'autres domaines. Mais voilà, par tête de pipe, c'est quelque chose de pas très joli finalement, qui veut dire par personne. Et puis après, aujourd'hui, au XXIe siècle, ça s'est complètement démocratisé et on emploie par tête de pipe à peu près à toutes les sauces pour dire par personne. Mais initialement, voilà, ça venait de tête de pipe qui était même de l'ordre de l'insulte. Hein. Voilà, et qui date du XIXe siècle. On n'a pas été capable de le noter, de le dater précisément, mais on le retrouve dans des écrits aux alentours de tête de pipe en tant qu'insulte. Aux alentours de 1830, on commence à retrouver des écrits où on a tête de pipe comme insulte argotique comme ça pour dire tête de pipe. Voilà. Donc oui, voilà, début du 19e en tout cas. Voilà. Donc c'est finalement une expression qui n'est pas si vieille puisque la contraction, elle date du 20e. Donc là, il y a
quelques 50 ans, 60 ans. C'était hier le XXe siècle. Là, on démarre tout juste le XXIe. Hein, c'est fou la vie quand même. Voilà. Vous savez tout, cher Nicolas, sur cette expression et vous autres qui regardez l'émission aussi. Si vous voulez participer à cette émission et à cette rubrique, vous n'hésitez pas. Alors je disais en début d'émission que vous pouvez le faire avec le hashtag VBN, hein, qui est le hashtag officiel que vous utilisez pour tout. D'ailleurs, c'est aussi le hashtag que vous utilisez si vous voulez partager ou commenter les replays de l'émission, hein, que vous retrouvez évidemment sur le site de notre chaîne www.c8.fr. Mais vous pouvez aussi participer à cette rubrique par d'autres moyens que le hashtag VBN, c'est-à-dire par courrier postal. Alors le courrier postal, c'est très simple. Vous l'envoyez au 1 rue Les Enfants du Paradis, 92 100 Boulogne-Billancourt. Vous mettez ça à l'attention de la chaîne C8, de l'émission Voyage au bout de la nuit et de la rubrique des questions-réponses de Lionel. Tout cela me parviendra et je relayerai ici votre parole avec grand plaisir. Voilà, pour l'heure, la rubrique est terminée. On va pouvoir se replonger dans la lecture du roman de Jack London que nous lisons maintenant depuis quelques émissions. Ce roman, il s'intitule L'appel de la forêt et nous y suivons les aventures de chiens de traîneau qui se ruent vers l'or. Alors, là où nous en étions lors de la précédente émission, c'était le chapitre 5 et on était en train de découvrir des chiens épuisés, des chiens maltraités, des chiens d'abord affamés puis suralimentés et maintenant rationnés. Comment va se finir cette expédition qui part très mal, cette expédition au sein de laquelle on retrouve 2 hommes et une femme, Al, Charles et Mercedes, qui est la sœur de l'un et la femme de l'autre. Et ces 3-là commencent à se chamailler véritablement. Ça sent le roussi pour l'expédition et du coup, ça sent le roussi pour nos chiens et notamment à la tête d'entre eux, celui que l'on suit depuis le début du roman, Buck. On va voir comment tout cela évolue. Je vous souhaite une très très belle écoute de cette lecture. Restez avec moi, on est ensemble jusqu'au bout de la nuit. Ils n'avaient aucune idée d'une telle patience. Ils étaient raidis dans la douleur, leurs muscles, leurs os et même leur cœur les faisaient souffrir. Aussi, leur conversation devint-elle mordante et du matin jusque tard le soir, ils n'avaient plus aux lèvres que des paroles dures. Charles et Al se chamaillaient toutes les fois que Mercedes leur en offrait le prétexte. Chacun nourrissait la conviction qu'il faisait plus que sa part de travail et aucun d'eux ne se privait d'exprimer cette conviction en toute occasion. Tantôt Mercedes prenait parti pour son frère, tantôt pour son mari. Il en résultait une belle et incessante querelle familiale. À partir d'une dispute pour savoir lequel couperait quelques bouts de bois pour le feu, ce qui regardait seulement Charles et Al, on en arrivait bientôt au reste de la famille. Père, mère, oncle, cousin, à des gens éloignés de milliers de miles et dont certains étaient morts. Que les vues de Al sur l'art ou sur le genre de pièces mondaines qu'écrivait le frère de sa mère puissent avoir le moindre rapport avec le fait de couper ces quelques bouts de bois pour faire du feu, dépasse l'entendement. Néanmoins, qu'aboutir aux préjugés politiques de Charles? Toute cette tournure, tout cela prenait sa place. Quant à établir un lien entre les médisances de la sœur de Charles et l'allumage d'un feu dans le Yukon, c'était une évidence pour la seule Mercedes qui se défoulait en commérages interminables sur ce thème et accessoirement sur quelques autres traits déplaisants propres à la famille de son mari. Pendant ce temps, le feu n'était pas allumé, le camp demeurait à moitié établi et les chiens sans nourriture. Mercedes nourrissait une rancune spéciale, celle de son sexe. Elle était douce et jolie et on l'avait traitée toute sa vie avec galanterie. Mais la manière dont la traitaient à présent son mari et son frère était tout sauf galante. C'était son habitude de rester oisive. Il s'en plaignait. Empêchée d'exercer ce qui constituait pour elle la prérogative la plus essentielle de son sexe, elle leur rendait la vie insupportable. Elle ne tenait plus compte des chiens et comme elle était endolorie et fatiguée, elle s'obstinait à monter sur le traîneau. Elle avait beau être douce et jolie, elle pesait 120 livres. La goutte d'eau en trop qui, s'ajoutant à la charge tirée par les animaux affaiblis et mourant de faim, faisait déborder la coupe. Pendant des jours, elle monta ainsi, jusqu'au moment où il tombait dans les traits et où le chariot s'immobilisait. Charles et Al la suppliaient de descendre et de marcher, parlementaient avec elle, l'imploraient. Pendant ce temps, elle pleurait et fatiguait le ciel en énumérant leur brutalité. Une fois, ils la firent descendre de force du traîneau.
Ils ne recommencèrent jamais. Elle laissa ses jambes s'affaisser comme un enfant gâté et s'assit sur la piste. Ils continuèrent leur chemin, mais elle ne bougea pas. Après avoir parcouru 3 miles, ils déchargèrent le traîneau, revinrent la chercher et l'y remirent de force. Dans l'excès de leur propre malheur, ils restaient insensibles à la souffrance de leur bête. La théorie de Hall, qu'il faisait mettre en pratique aux autres, était qu'on devait s'endurcir. Il avait commencé à la prêcher à sa sœur et à son frère. Comme il avait échoué, il la martelait au chien avec un gourdin. Aux Five Fingers, leur nourriture était épuisée et une vieille squaw édentée leur offrait d'échanger quelques livres de peau de cheval congelés contre le colt qui tenait compagnie au gros couteau de chasse sur le ceinturon de Hall. Ce cuir constituait un pauvre succédané de nourriture. Ils avaient été arrachés 6 mois auparavant aux chevaux morts de faim de quelques vachers. À l'état congelé, ils ressemblaient plutôt à des bandes de fer galvanisées. Et quand un chien réussissait, au prix de longs efforts, à l'introduire dans son estomac, il formait en se dégelant de maigres morceaux coriaces et peu nourrissants, et produisait aussi une masse de poils courts irritante et impossible à digérer. À travers toutes ces épreuves, Buck titubait en tête de l'attelage, comme dans un cauchemar. Il tirait quand il en était capable, quand il ne pouvait plus, il tombait et restait à terre jusqu'au moment où les coups de fouet ou le gourdin le remettaient sur ses pattes. Toute la fermeté et le brillant éclat de son beau manteau de fourrure s'étaient envolés. Son poil pendait, flasque et sali, ou bien mêlé de sang séché, là où le gourdin de Hall l'avait meurtri. Ses muscles avaient dépéri, réduits à l'état de cordes noueuses, et les coussinets de chair avaient disparu, si bien que chaque côte et chaque os de sa carcasse se décidait nettement sous sa peau plissée qui lui faisait un vêtement trop large. C'était à fendre le cœur, mais on ne pouvait fendre celui de Buck. L'homme au gilet rouge l'avait prouvé. Il en allait pour ses camarades comme pour lui. C'étaient des squelettes ambulants, 7 en tout, lui compris. Dans leur immense souffrance, ils étaient devenus insensibles à la morsure de la lanière ou à la meurtrissure du gourdin. La douleur de la correction paraissait émoussée et lointaine, comme leur semblait émoussée et lointaine c'est ce que leurs yeux voyaient, ce que leurs oreilles entendaient. Ils n'étaient pas à demi vivants, pas même au quart. Ils étaient simplement autant de sacs d'os dans lesquels palpitaient faiblement des étincelles de vie. Lorsqu'on faisait halte, ils s'effondraient dans les traits comme des chiens morts, et l'étincelle faiblissait, pâlissait et semblait s'éteindre. Mais quand le gourdin ou le fouet s'abattait sur eux, l'étincelle reprenait une certaine vigueur, et ils se remettaient sur leurs pattes en chancelant et titubaient plus loin. Puis vint un jour où Billy, la bonne patte, tomba sans pouvoir se relever. Hall avait cédé son revolver lors du troc. Il saisit donc la hache et le frappa à la tête tandis qu'il gisait dans les traits. Puis il détacha la carcasse du harnais et la tira sur un côté. Buck vit tout cela. Ses compagnons aussi. Ils surent que le même sort les guettait de très près. Le lendemain, ce fut au tour de Kuna de s'en aller. Et ils ne restèrent plus que 5. Joe, trop mal en point pour continuer à être méchant. Pike, perclus et boitant, juste à demi conscient et plus assez pour simuler. Seul Lex, le borgne, encore fidèle au supplice du trait et de la piste, et triste de conserver si peu de force pour tirer. Tick, qui n'avait pas voyagé aussi loin cet hiver et combattait maintenant plus que les autres parce qu'il était plus frais. Et Buck. Buck qui restait toujours à la tête de l'équipe, mais ne faisait plus respecter la discipline, ou ne s'évertuait plus à la faire respecter. Rendu aveugle par sa faiblesse, la moitié du temps, il suivait la piste uniquement par la vision indistincte qu'il en avait et la vague sensation de ses pattes. Cela se passait par un beau temps printanier, mais ni les chiens ni les humains
n'en avait conscience. Chaque jour, le soleil se levait plus haut et se couchait plus tard. À 3 heures du matin, c'était l'aube et le crépuscule persistait jusqu'à 9 heures du soir. Toute la longue journée flamboyait de l'éclat du soleil. Le silence spectral de l'hiver avait cédé la place au grand murmure printanier de la vie qui s'éveille. Ce murmure s'élevait de toute la contrée, empli de joie, de vivre. Il provenait de tout ce qui vivait et se déplaçait de nouveau, de ceux qui étaient restés comme morts et n'avait pas bougé durant les longs mois de gel. La sève montait dans les pins. Les saules et les trembles laissaient percer leurs jeunes pousses. Arbustes et plantes, grimpantes, mettaient leurs costumes de verdure tout frais. Les grillons chantaient dans la nuit, et durant la journée, toutes sortes de bestioles rampant ou marchant à 4 pattes avançaient en bruissant vers le soleil. Perdrix et pivers donnaient de la voix et du bec dans la forêt. Les écureuils jacassaient, les oiseaux chantaient, et haut dans le ciel, cacardaient les oies sauvages remontant du sud, qui fendaient l'air en triangles impeccablement formés. De la pente de chaque colline s'écoulait le filet d'eau, la musique d'invisibles fontaines. Tout se dégelait, se courbait, se cassait. Le Yukon s'efforçait de se libérer de l'état de glace qui l'enserrait. Il était rongé par en dessous et au-dessus par le soleil. Des poches d'air se formaient, des fissures apparaissaient et s'élargissaient. De minces sections tombaient entières dans la rivière et au milieu de toute cette vie en éveil qui éclatait, fendait, palpitait sous le soleil ardent, à travers le doux soupir des brises, comme les voyageurs promis à la mort, chancelaient les 2 hommes, la femme et les huskies. Avec les bêtes qui tombaient, Mercedes qui pleurait et se laissait traîner, Hal qui jurait en pure perte et Charles dont les yeux larmoyaient rêveusement, il parvint en titubant au champ de John Toronto, au confluent de la White River. Quand ils s'arrêtèrent, des chiens s'écoulèrent comme si on les avait tous frappés à mort. Mercedes s'essuya les yeux et regarda Thornton. Charles s'assit sur un rondin pour se reposer. Il le fit très lentement et en prenant beaucoup de précautions à cause de ses nombreuses courbatures. Hal fut le seul à parler. John Thornton achevait de tailler un manche de hache qu'il avait fabriqué à partir d'une branche de bouleau. Il écoutait tout en taillant, répondait par monosyllabes et, quand on le lui demandait, donnait des conseils laconiques. Il connaissait cette race d'hommes et il était sûr que ses conseils ne seraient pas suivis. Il prétendait en amont que le fond de la piste allait céder. Et ce que nous avions de mieux à faire, c'était de nous arrêter, déclara Hal, en réponse à l'avertissement de Thornton de ne pas prendre davantage de risques sur la glace pourrie. Il nous disait que nous ne pourrions pas atteindre la White River, et nous y voici. Il prononça ces dernières paroles avec un accent de triomphe méprisant. Et il vous disait la vérité, répondit John Thornton. Le fond peut céder à tout moment. Seuls des idiots, avec la chance aveugle des idiots, peuvent l'avoir fait. Je vous le dis franchement, je ne risquerai pas ma carcasse sur cette glace pour tout l'or de l'Alaska. C'est parce que vous n'êtes pas un idiot, je présume, dit Hal. Malgré tout, nous continuerons jusqu'à Dawson. Il déroula son fouet. Debout, Buck! Hey! Debout! Avance! Thornton continuait à tailler. Cela ne servait à rien, il le savait, de chercher à empêcher un idiot de commettre une idiotie. 2 ou 3 imbéciles de plus ou de moins ne changeraient pas l'ordre du monde. Mais l'attelage ne se leva pas pour obéir à l'ordre. Depuis longtemps, il en était arrivé au point où il fallait des coups pour les réveiller. Le fouet lançait des éclairs çà et là implacablement. John Thornton serrait les lèvres. Seul Lex fut le premier à se remettre sur ses pattes. Tic le suivit, puis Joe, en jappant de douleur. Pike fit de pénibles efforts. 2 fois alors qu'il était à moitié dressé, il retomba. À la 3e tentative, il réussit à se lever. Buck, lui, ne fit aucun effort. Il restait tranquillement couché là où il était tombé. La lanière le cingla à maintes reprises, sans qu'il gémît ni luttât. Plusieurs fois, Thornton
fut sur le point de parler, puis il changea d'avis. Ses yeux s'embuaient, et comme le fouet continuait à claquer, il se leva et marcha le long en large d'un air indécis. C'était la première fois que Buck manquait à la tâche, raison suffisante en elle-même pour faire enrager Hal. Il abandonna le fouet pour le gourdin habituel, mais Buck refusa de bouger sous la grêle de coups plus lourds qui s'abattaient maintenant sur lui. Comme ses compagnons, il était à peine capable de se lever, mais contrairement à eux, il avait décidé de ne pas se mettre debout. Il avait le vague pressentiment d'une issue fatale imminente. Cette idée s'était renforcée tandis qu'il tirait sur la rive et ne l'avait plus quitté. Était-ce la glace mince et pourrie qu'il avait sentie toute la journée sous ses pattes? Il semblait deviner le désastre tout proche, là-bas, plus loin, sur la glace, où son maître essayait de le mener. Il refusait de bouger. Il avait tellement souffert, et il était si faible, que les coups ne lui faisaient pas si mal. Et comme il continuait à l'accabler, l'étincelle de vie qu'il avait encore en lui vacilla et fut près de s'éteindre. C'était presque fini. Il se sentait étrangement engourdi. Il avançait, il avait conscience qu'on le battait, mais comme de très loin. Les dernières sensations de douleur l'abandonnaient. Il ne sentait plus rien, tout en entendant très faiblement le choc du gourdin sur son corps. En fait, ce n'était plus son corps. Il semblait si lointain. Mais alors, soudain, sans avertir, en poussant un cri inarticulé qui ressemblait davantage à un cri d'animal qu'à celui d'un homme, John Thornton bondit sur l'homme qui brandissait le gourdin. Hal se retrouva projeté en arrière, comme si un arbre l'avait frappé dans sa chute. Mercedes poussa un cri. Charles, qui observait la scène d'un air rêveur, essuya ses yeux larmoyants, mais ne se leva pas à cause de ses courbatures. John Thornton se dressait au-dessus de Buck. Il luttait pour se contrôler, trop crispé par la rage pour parler. « Si tu frappes encore ce chien, je te tue », parvint-il enfin à dire d'une voix qui s'étranglait. « Ce chien est à moi !» répliqua Hal, qui revenait en essuyant le sang de sa bouche. « Écartez-vous! Écartez-vous de mon chemin, ou je vous règle votre compte. Je vais à Dawson !» Thornton se tenait entre lui et Buck et ne manifestait nullement l'intention de s'écarter. Hal tira son long couteau de chasse. Mercedes criait, pleurait, éclatait de rire et se laissait manifestement aller à une crise d'hystérie. Thornton frappa les phalanges de Hal avec le manche de sa hache et projeta le couteau à terre. Il lui frappa de nouveau les phalanges pendant qu'il essayait de le ramasser. Puis il se baissa, le ramassa lui-même et en 2 coups cisailla les traits de Buck. Hal avait perdu toute sa combativité. En outre, sa sœur encombrait ses mains, ou plutôt ses bras. Et puis Buck était trop moribond pour servir encore à tirer le traîneau. Quelques minutes plus tard, ils quittèrent la rive et descendirent la rivière. Buck les entendit partir et leva la tête pour regarder. Pike était en tête, seul Lex à l'arrière, et entre eux, il y avait Joe et Tic. Ils boitaient et titubaient. Mercedes était montée sur le traîneau chargé. Hal guidait à la barre de direction, et Charles trébuchait à l'arrière. Tandis que Buck les observait, Thornton s'agenouilla à côté de lui et, de ses mains rudes mais affectueuses, chercha les os cassés. Son examen se révéla que de nombreuses contusions et un état de sous-alimentation terrifiant. Pendant ce temps, le chariot s'était éloigné d'1/4 de mille. Le chien et l'homme le regardaient se traîner sur la glace. Soudain, ils virent son extrémité arrière plongée comme dans une ornière. La barre de direction avec Hal qui s'y cramponnait fut projetée brusquement dans les airs. Le cri de Mercedes parvint à leurs oreilles. Ils virent Charles faire un pas en arrière pour s'enfuir. Alors, tout un pan de glace s'effondra et bête et homme disparurent. Un trou béant, voilà tout ce qui demeurait visible. Le fond de la piste avait cédé. John Thornton et Buck se regardèrent. « Pauvre diable !» fit Thornton, et Buck lui lécha la main. Et c'est ainsi que s'achève le chapitre 5, et avec lui non seulement l'expédition de Mercedes, de son frère et de son mari, mais aussi notre
émission. En revanche, le roman, lui, n'est pas terminé, mais pour la suite de la lecture de ce roman, et notamment le chapitre 6 qui arrive et qui nous fait défaut, qu'on a envie de connaître, eh bien ça sera dans un prochain numéro de Voyage au bout de la nuit. Pour l'heure, il est temps de nous quitter. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous donne donc rendez-vous très vite sur C8 pour la suite de la lecture de ce roman de Jack London. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.